Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 1er avril, il est 9 heures. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Mina, pas de poisson d'avril, Magdek, de beau matin. Qui te Bonjour dit que Mina. j'en ai pas mis un derrière le J'ai dos. vérifié. T'as pas vérifié. Si. Tu ne peux pas. Si, ah bah si. Je t'ai collé. Ah, en tout cas, je t'ai collé un poisson. Je te jure qu'il y en a pas. Comme quand on était Je petit. te jure qu'il y en a pas. Ça va Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. On se prépare pour le mois de Ramadan? Oui. C'est aujourd'hui la nuit du doute. Exactement. J'ai hâte. On a hâte, effectivement. Oui. Effectivement, et bien justement, tradition. ces traditions et surtout les odeurs qui accompagnent, toute l'ambiance qui accompagne. Les odeurs, c'est difficile. Faire Ramadan. Ouais. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une ambiance particulière. Exactement. Voilà. Alors nous avons tendance de parler beaucoup d'ambiance lors du mois de Ramadan, mais il faut aussi qu'on parle des bonnes pratiques, donc du bon musulman lors du mois de Ramadan, parce qu'on voit parfois quand même des comportements quand même assez condamnables. Malheureusement, des fois, on a l'impression que c'est un petit peu la course, on va dire, contre le mec là. Voilà, beaucoup. Certaines personnes ne pensent qu'à manger, alors que non, c'est alors pas que ça, non, en fait. et justement, nous en parlons ce matin. Donc, les bonnes pratiques que le musulman devrait avoir, comment accueillir le mois de Ramadan et surtout comment passer un bon mois de Ramadan, particulièrement sur le côté spirituel, puisque le mois sacré de Ramadan est témoin d'un profond attachement, n'est-ce pas, Mina? D'un profond attachement donc, à nos traditions et une fervente expression aussi spirituelle. Nous en parlerons aussi d'un autre côté, mais cette fois-ci sur le plan santé, en compagnie donc du docteur Fethi Benachnou, lui qui reviendra sur le nouveau rythme donc alimentaire, parce qu'il faut dire que nous avons un nouveau rythme, mais il va donc faire le rapport beaucoup plus avec les maladies chroniques. Voilà donc pour la première partie de l'émission. Mais sinon, l'entrepreneuriat féminin sera à l'honneur ce matin, puisqu'il y a un événement qui a été organisé, tu sais, pendant toute une année. D'accord. Eh oui, c'est un événement qui a duré toute une année. Et au fait, la particularité de cet événement, c'est que c'est un événement qui accompagne, qui valorise, mais qui aide à la concrétisation du projet. Excellent. Du projet féminin, donc à travers un accompagnement, des formations. Nous reviendrons avec un peu plus de détails avec nos invités. Et donc, au fait, les projets féminins qui ont été retenus, c'est beaucoup plus dans le côté, plutôt dans les secteurs de santé et de technologie. Donc, toujours dans la technologie, nous aurons parmi nous un féru de mathématiques. Ça te dit? Bah oui. J'adorais ça, petite. J'adorais les maths. On parle déjà à l'imparfait, hein, on parle déjà au écoute, passé. Hein. Maintenant, j'ai plus l'occasion de faire des maths, donc oui. Oui. Si tu le fais quand tu vas acheter. C'est pas la même chose. C'est du calcul. C'est pas la même chose. C'est des calculs. Et bien, nous aurons parmi nous justement un féru de maths, mais pas que, d'intelligence artificielle. Il n'a que 15 ans, là, et il est déjà lauréat des Olympiades des maths, Mina. Wow. Et oui, nous rendrons également hommage ce matin à un grand militant des causes justes depuis son jeune âge. Et il s'est retrouvé, donc il est autrichien d'origine, il s'est retrouvé en Algérie, il est forestier, voilà, de formation. Il a consacré toute sa vie, toute sa carrière à la protection de l'environnement, à la valorisation des forêts, d'où la création des différents parcs nationaux en Algérie. Bravo, et voilà, donc il s'agit de Mustapha Müller, un hommage lui sera rendu. Voilà donc pour le menu de cette matinée, et Mina est déjà là pour nous donner quelques nouvelles du ciel et elle nous annoncera certainement des pluies. À tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et certainement, il y aura beaucoup de pluie. Beaucoup de En pluie. tout cas, ces 2 derniers jours, on a été gâtés. Hein. Hier durant la nuit, beaucoup. Beaucoup de durant pluie, la des nuit, orages, la totale. La totale. J'espère que ça va continuer encore aujourd'hui. C'est ce qu'on espère tous, en tout cas. C'est ce qu'on espère. Exactement. Un peu plus de détails, Mina? Oui. Comme d'habitude, Mina, Oui, toujours oui. souriante, toujours généreuse, particulièrement. Alors aujourd'hui, franchement, c'est la veille de Ramadan. C'est la veille de Ramadan, il y aura de la pluie, il y aura de la grêle, il y aura des... Et c'est pas un poisson d'avril. Non, ce sera pas un poisson Je m'amuse d'avril. pas avec ça, Peut-être En pour plus- autre chose. Bon, là, il va falloir que je surveille mon dos, en ce cas-là, Surveille ton toute dos. la journée. Ah, surveille ton dos, ta tête, tout. Ah, ça surveille. Juste le dos. On a l'habitude de coller le poisson d'avril au dos, Mina. Peut-être... Ah ouais, tu m'as donné une idée, tiens. Tu m'as donné une idée. Merci, Nor. Ah bah, de rien. Merci Il va, beaucoup. il va falloir que j'élucide maintenant Une l'idée. idée diabolique. Hein. Il va Ah, falloir mais j'espère que tu as une feuille et un stylo, un scotch.
Amel, j'espère que tu ne seras pas complice. Bah si, évidemment. Bah si, pas le choix. Mais sinon, c'est sûr qu'on aura de la pluie. Oui, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. D'accord. Ah ben c'est une très bonne nouvelle. Un peu plus de détails, Mina? Oui, Allez, on y va, c'est à toi. merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Bonjour la à pluie. tous. Hein? Tant qu'il y a de la pluie, Tant qu'il y a de la pluie, il y a de l'espoir, il y a de l'eau surtout. il y a de l'eau surtout. Et de la fraîcheur. Et de la fraîcheur. Voilà. Voilà. Je peux maintenant, s'il te plaît? C'est à toi. Merci. Tu arrêtes de comment J'arrête de Non, je rigole. parler. Non, n'arrête surtout pas. Je ne pourrais te pas suis. supporter. Non, moi aussi. Impossible. Allez, vas-y, c'est à toi. Alors, ce matin, on a eu droit à des pluies assez marquées, de la grêle également. Ça va continuer tout au long de cette journée avec un ciel carrément couvert, notamment à l'ouest et au centre, des vents assez jusqu'à 50 km/h, même parfois 60 km/h. Des averses assez marquées sur les régions côtières, des orages vers la partie, vers les côtes est et puis de la grêle, bien sûr, vers les régions intérieures de la grêle, de la neige également sur les hauteurs. Sur la partie sud, eh bien, ça sera un petit peu le contraire, ciel dégagé sur la Saoura, dégagé également sur le Sahara oriental et puis voilé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord une baisse sensible du mercure avec un minimum de 10 degrés à Chlef Elizen, Al Bayad et Naama, 14 degrés. Seulement du côté d'Alger, on notera 12 degrés à Tizi Ouzou, 19 degrés à Annaba, 24 Gardaya, 26 degrés à Béchar, 31 degrés à Tindouf, 32 à Darar et Salah. Et enfin, la maximale atteindra les 39 degrés à Borj Berji Mukhtar et Ngazam. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, la mer sera très agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 40 et 50 km/h sur le centre et l'est du pays, entre 40 jusqu'à 60 km/h vers les côtes ouest. On passe tout de suite au continent africain pour cette journée. Eh bien, un ciel peu nuageux à Niamey, N'Djamena dégagé. À Khartoum et puis côté Mercure, on notera 23 degrés à Tripoli, 33 au Caire, 41 degrés à Khartoum et enfin 43 degrés à N'Djamena. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Pour ce qui est de l'état de la mer, Mina, ça va être nos amis les surfeurs qui vont être contents aujourd'hui, finalement. Oui, mais il faudra faire quand même attention. Même attention. De toute façon, ils sont professionnels. Ils sont professionnels de la Ils sont question. professionnels, voilà. Donc à eux de voir si ils vont prendre le risque. Moi, je ne suis pas surfeuse, mais je le ferai pas quand même. Non, Peut-être pas. non, pas avec. Oui. Non, pas avec ce temps. Bah, c'est ce qu'ils cherchent, eux. Oui, mais non. Ils cherchent ce temps. Oui, mais C'est c'est dangereux. vague. Ça reste dangereux quand même. On a Oui. beau être professionnel, il y a toujours des risques. Effectivement. Voilà. Il y a des risques finalement au niveau de tous les sports. Il suffit juste donc, de prendre donc, les bonnes mesures Maintenant, de je pense qu'ils sécurité. sont professionnels, ils savent un petit peu si c'est le temps idéal. Et ben voilà, en tout cas pour nous, c'est le temps idéal, il faut le dire, avec toute cette Exactement. fraîcheur. Mina, merci beaucoup. Merci, Nor. Mina, on se retrouve tout à l'heure après journal télévisé du midi, après celui de 19h. Et aujourd'hui, c'est toi qui m'offriras le café à 10h30. Qui a de la monnaie, s'il vous plaît? La J'en ai monnaie. dans mon sac. Ah bah ça va alors. tu me prêtes, comme ça je vais t'offrir un... Voilà, exactement. Tu sais, il y a un bel adage dans ce sens, on dit Mlahito bakhallo. Voilà, on a tout compris. Effectivement. Merci beaucoup, Mina. Donc, on se retrouve tout à l'heure et on va rester avec cette ambiance donc, de neige et de pluie, puisqu'on va aller découvrir de très très belles images de parc de Shelia, donc, qui est vêtu d'une très belle robe blanche. Et on se retrouve juste après.
Et docteur Benachnou nous rejoint. Docteur, bonjour. Bonjour, sabah al-khair. J'enlève à la dernière minute mon masque. Voilà, et on le reprend juste après. On le reprend, il faut le reprendre juste après. Et il faut reprendre la vaccination. Et il faut aussi, encore une fois, continuer à respecter les mesures barrières. Très, très important, ne pas jouer avec le feu. Effectivement. Alors, docteur, aujourd'hui, nous sommes à la veille du mois de Ramadan, le mois sacré de Ramadan, n'est-ce pas? Oui. Vous vous préparez pour? Non, Ramadan, on est en train de faire un tintamarre qui n'a pas de nom. En matière d'aliments, en matière de ceci. Non, c'est la vie continue, mais c'est une halte. L'année fait 12 mois. Beaucoup de gens vont se dire, l'année 12 mois. On est grâce à notre foi musulmane, on croit, c'est ordonné, c'est organisé, un mois qui est une halte. Il faut se préparer. 11 mois d'anarchie alimentaire et tout ça. On a un mois où on s'arrête et on fait le point. Alors justement, spirituel et tout ça. Alors justement, vous avez employé comme un mot-clé qui est l'anarchie alimentaire et on se retrouve du jour au lendemain à passer d'un extrême à un autre extrême. Normalement, on devrait se préparer, on devrait préparer le corps aussi à ce genre de changement, d'où il est conseillé d'ailleurs le mois de Ramadan, plutôt le mois de Sha'ban par exemple, de jeûner quelques jours pour justement habituer le corps. Je vous annonce quelque chose. Dites-moi. Je crois qu'il faut des informations exactes. Pourquoi j'ai dit 11 mois d'anarchie? C'est-à-dire que le corps, on le force. Le corps, il vous suit. Comme une voiture que vous conduisez. 11 mois d'anarchie, il s'est adapté. Taf, il y a le mois de Ramadan. Le mois de jeûne, pas le mois de carême. On ne dit pas mois de carême. Le carême est une fête chrétienne. Le carême. Là, c'est un mois de jeûne. Mais vous savez qu'on a un corps intelligent, smart. On parle de smartphone. Moi, je parlais de smart body. Au bout de 3 jours, notre corps s'adapte au régime que vous lui imposez. C'est-à-dire que depuis 3 jours, il intègre ça. On ne va pas manger tout le temps, c'est que le matin. Au bout de 3 jours, on s'adapte. Mais en même temps, réfléchissez. Le même problème, c'est l'image en miroir qui va se poser dans un mois, à la fin du mois de carême. Alors, khlas Ramadan, khlas le jeûne. Le corps va être comment? Un mois, il m'a soumis. C'est ces questions qu'il se pose. C'est un mois, j'ai été soumis, taf. Je vais reprendre, et au bout de quelques jours, on reprend le rythme de fou après Ramadan. Ce qu'il faut, c'est premièrement être conscient, savoir, et attention, le jeûne du mois de Ramadan, mais en Algérie on dit il est tellement facile. Vous savez quand est-ce que le jeûne est dangereux et qui porte des destructions dans le corps humain? C'est lorsque c'est un jeûne continu. On reprend à 19h ou la maniche arabe. Donc, il y a une intoxication, il y a une excitation. Et on voit, moi je reste ébahi. C'est la même population. C'est le même. La semoule, les quantités de semoule augmentent, les trucs. Ce qui va prendre la caméra et là, c'est au niveau des déchets. Le pain, les habits en entier, des boîtes de blouse, ça c'est de la semoule, c'est des gaspillages. Effectivement. Pour revenir encore une fois à la question du jeûne, mais surtout des recommandations pour les bonnes pratiques, j'ai envie de dire, pour le jeune docteur. Donc effectivement, vous l'avez dit, donc le corps, il est intelligent à s'habituer au bout de 3 jours, mais il faut dire aussi, c'est une réalité, encore une fois, donc on jeûne toute la journée. Mais il y a aussi une autre catastrophe, c'est Sahara. Ça, c'est la pire des catastrophes. Moi, mon problème, que quand vous jeûnez, mais l'imsak, c'est très organisé. Mais l'imsak et le Maghreb, c'est la période où vous êtes la plus protégée au point de vue santé. Et vous permettez à votre corps d'éliminer les toxines et les toxiques que vous avez accumulés déjà. Pendant 11 mois. Quand vous faites le jeûne, le corps fait ouf,
il commence à balayer ce qu'il y a de cochon. Et la pire des périodes, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, Zama, Sahara. Sahara de rien du tout. Sahara, ça consiste à détruire, à perdre tous les bienfaits du jeûne de la journée. Et c'est là où il faut mettre le paquet. Sahara, c'est ça la catastrophe. Et c'est des litres et des litres de gazose, des litres et des litres de café, des litres et des litres. Alors là, la grosse arnaque, les tartes. Allez dans les cafés populaires, tout ça, les tartes. Mais c'est des cochonneries que l'on est en train de vendre. Il y a même le soir, Ramadan, ça a apparu il y a une dizaine d'années, choix après avoir mangé le Maghreb. Mais c'est ça qui est préoccupant. C'est pas est-ce qu'on aura la quantité voulue. Voilà, c'est mon cuir chevelu qui y a un pruré. C'est ça, c'est pas la quantité. Est-ce qu'il y aura assez de semoule? Est-ce qu'il y aura assez d'huile? Est-ce qu'il y aura... Et l'huile va être gaspillée. C'est, regardez, alors ce qu'on appelle le halawayat taqlidiya, les gâteaux traditionnels. Mais c'est de la folie, c'est des poisons pour le corps humain. Et je vous dis une chose, voilà une information. Quand on jeûne, c'est pas le manque de nourriture qui porte préjudice, c'est la déshydratation. Parce que le corps humain, quand je parle, je ferme les yeux, je bouge, il y a une consommation d'eau et presque 80% de notre corps est composé d'eau. Et quand on jeûne, le problème c'est le déséquilibre dans l'hydratation. Je dis bien d'eau, pas autre chose. Donc c'est ça, il faut boire beaucoup d'eau, il faut prendre les soupes, c'est bien, et les soupes. Et je vais dire, vous parliez avant que je vienne de recettes. Des recettes en compagnie de Mina Abed, effectivement. Traditionnellement en Algérie. En fait, on ne parlait pas de recettes, mais on parlait des appellations anecdotiques, j'ai envie de dire, des plats algérois particulièrement. Voilà, après vous prenez bien sûr. En Algérie, surtout, je crois, ou partout en Algérie, on dit une shorba belouch. Il faut que une shorba, une soupe, doit avoir le witch, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas présenter. Vous savez ce que c'est que le witch? C'est-à-dire que la couche de graisse qui surnage, sur laquelle on met le ma'adnos, tout ça. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est la catastrophe. Un jeune m'a dit une anecdote. Il y a une fille qui m'a plu, j'ai envie de demander sa main, toutes ces histoires. Oui, mais attends, un dernier examen. Dis-lui de te préparer une shorba. Le dernier exemple, préparer une shorba. Si elle te prépare une shorba avec l'ouch, qui est de la graisse, hésite un peu. Vous écoutez les filles? Si elle les filles, donc s'il y a des jeunes filles qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment, et ben voilà, donc vous avez l'astuce du docteur Benachnou. Et si elle te prépare une shorba, on dit zarli ou le maïrli, c'est-à-dire il n'y a que de l'eau, je lui dis vas-y, fonce, elle protégera ta santé. Une shorba doit être légère. Shorba, loose, kafrik, ou là, tout ce que vous voulez, le bouillon, ou là. Évitez d'acheter, voilà l'économie au point de vue financier et de l'économie pour la santé. C'est ce qu'on appelle douche. Ici à Alger, douche, c'est une partie du cerveau. C'est le lard algérien. Dans le lard, il y a beaucoup plus de graisse que de viande. Et on met ça dans le shorba pour qu'elle donne le witch, comme quoi elle est riche. Non, il ne faut plus prendre du douche. C'est une catastrophe, surtout la viande, on n'en a pas besoin à partir de... La viande, c'est des protéines animales. On peut mélanger en mettant les protéines végétales. Et ça, c'est pas parce que c'est Ramadan ou parce qu'on doit faire des économies. J'ai écouté des émissions, c'est à tomber debout. C'est comment dirais-je, un régime alimentaire, un comportement alimentaire qui s'impose. Moi, on me dit, il ne faut pas prendre de matière grasse, Ramadan, tout ça. Non, et après, ça veut dire que dès que Ramadan, on peut y aller, prendre de l'huile, tout ça. Non, ça c'est un comportement et la protection de la santé. Le régime alimentaire qui doit être logique, Ramadan
ou pas Ramadan. Effectivement, et justement, docteur Namat Al-Ghida, et nous en parlerons tout au long du mois de Ramadan, parce que c'est quand même une grosse catastrophe. Alors là, nous avons parlé un petit peu de la nourriture et l'alimentation du corps. Dans un petit moment, nous parlerons de l'alimentation de l'esprit. 99,99, c'est l'alimentation de l'esprit. Et de la foi. Voilà. Et de la foi. Et justement, c'est le mois. Voilà. C'est le mois où on fait le point. Où on fait le point, exactement. Merci beaucoup, docteur. De rien. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah, encore une fois, pour la sonnette d'alarme, comme on a fait aujourd'hui. Oui. Non, nous aurons déjà une semaine de recul pour faire l'évaluation donc, de la première semaine du mois de Ramadan. Merci beaucoup, docteur. De rien. À bientôt. Inch'Allah, et on se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Et on continue, et cette fois-ci, nous vous proposons une chanson de Maher Zain qui nous interprète Ya Rasulallah, et on se retrouve juste après. Il y a, comment dirais-je, il y a une petite différence entre les méthodes ou bien les écoles qui pratiquent ce calcul astronomique. Les pays musulmans ont connu auparavant des différences de 1, 2 jusqu'à 2 jours de différence entre les pays musulmans, et cela est dû à une méthode qui est différente par rapport de chaque pays. De chaque pays. Et c'est là que ça arrive, ce décalage ou bien cette différence. Mais si ça passe au-delà de 2 jours, là c'est grave. Ça la manipulation et comment je pourrais dire riche. Au-delà de 2 jours, c'est pas possible. C'est pas possible. Même le mois, c'est 29 ou 30 jours. C'est 29 ou 30 jours. Le mois lunaire, le Shahr Qamari, alternativement entre 29 et 30 jours,
Et à chaque fois, à chaque année, il remonte, il avance avec 10 jours. Ça, on le constate très bien. Donc, la différence d'une journée ou de 2 jours, c'est tolérable, même avec les calculs scientifiques. Parce que même les méthodes appliquées par ces écoles acceptent cette petite différence. Mais au-delà de 2 jours, c'est vraiment archi faux. Voilà, Ça ne peut pas exister. Parce que le calcul nous donne, comment dirais-je, majal mughlaq. Il va nous dire que l'apparition et la naissance du croissant de la lune de Ramadan est possible à partir de jusqu'à. Donc celui qui vient nous dire qu'il a vu la lune avant c'est pas normal. C'est pas normal. Et celui qui vient nous dire qu'il n'est pas encore né alors qu'il est né, c'est pas aussi normal. pas normal. Donc, Voilà. et c'est là qu'on joint l'observation à l'œil nu. C'est dans ce moment précis qui est indiqué par les scientifiques. Par les scientifiques, effectivement. Alors, cette réunion, Monsieur Hachadi, alors non seulement, donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est une ibada, mais aussi c'est une halte, parce qu'il y a quand même une réunion, et il y a j'ai envie de dire, toute une discussion, j'ai envie de dire, un panel autour des bonnes pratiques du musulman, autour de la symbolique du mois de Ramadan, la symbolique spirituelle du mois de Ramadan, n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut savoir que cette attente et cette pratique n'est pas... tous les gens sont concernés par cette pratique. C'est-à-dire, les musulmans جميعا عليهم أن ينتظروا رؤية هلال رمضان. Ce n'est pas uniquement la commission ministérielle du ministère des Affaires religieuses. Des gens croient que c'est les prérogatives, bien sûr, sur le plan administratif. C'est beaucoup plus, il y a une crédibilité, bien on va sûr, le dire. Mais c'est une pratique religieuse qui concerne tous les musulmans. On est tous censés guetter la naissance du croissant de la lune de Ramadan. Voilà, effectivement. Donc, probablement, donc on attendra ce que nous dira la commission ce soir. Qui va se tenir ce soir, Inch'Allah. Ce soir, donc ce sera la nuit du doute. Donc, probablement, nous aurons Ramadan demain, Inch'Allah, qui correspondra donc au 2 avril, Inch'Allah. Mais sinon, Monsieur Hachadi, il faut dire que le mois de Ramadan, nous en avons parlé il y a quelques instants en compagnie du docteur Benachnou. Il y a toute une préparation physique parce qu'il y a quand même un changement, j'ai envie de dire, de pratique ou d'habitude alimentaire complètement d'un extrême à un autre, mais il y a aussi une préparation spirituelle. C'est vrai que tout au long de l'année, alors ça devrait se faire tout au long de l'année. Bien sûr. Tout au long de l'année, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à se lâcher, mais le mois de Ramadan, c'est une halte, encore une fois, pour se poser des questions. Mais dans ce sens, M. Hachadi, il faut dire que Ramadan de cette année sera un peu plus particulier que celui des 2 ou 3 dernières années. Bien sûr. Puisqu'aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a quand même petit à petit, on va dire, un retour vers la normale. Vers la normale, bien sûr. Alhamdoulilah, le dernier communiqué du ministère a bien précisé que on revient à la prière de la manière normale, c'est-à-dire sans distanciation. Bien sûr, avec, tout en gardant donc la prière, les 5 prières du jour, plus celle de le vendredi, plus le salat tarawih. La distanciation sera levée, mais les mesures de sécurité, de barrière resteront toujours respectées. Toujours le port du masque. Le port du masque, le sejjad, chacun avec son يعني الحصيرة تاعو ولا السجادة تاعو. Les ablutions aussi doivent se faire à la maison. Non, les ablutions les salles d'ablution sont ouvertes. Très bien. Mais il faut prendre ses précautions. Celui qui est voisin de la mosquée, pourquoi il vient se bousculer avec les gens dans la salle d'ablution? Il est préférable qu'il fasse ses ablutions à la maison, bien sûr, avec toutes ces mesures qui sont applicables. Alors, toujours on va dire, dans l'importance et la symbolique du mois de Ramadan, M. Hachadi, il faut dire que ça reste quand même, comme on dit si bien, Shahr al-Rahma. Or qu'il y a ce phénomène la spéculation. Donc à chaque fois que Ramadan arrive, on voit la flambée des prix, on voit qu'il y a quand même des prix qui sont pratiquement impraticables et qui ne sont pas à la mesure de toute la population. Justement, pour revenir un peu à votre question précédente, les gens se préparent différemment.
Il y a ceux qui se préparent, qui fassent un petit échauffement Oui. Oui, c'est un pour échauffement, jeûner effectivement. quelques jours avant Ramadan. Ils essaient de rentrer dans le contexte. Ce qui est recommandé Ce d'ailleurs qui est par la recommandé, religion. bien sûr, et c'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est le jeûne du lundi et du jeudi, les Ayam al-Bid, le 13, 14, 15 du mois lunaire, et bien sûr le jeûne de Sha'ban où le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait souvent. C'est le mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le plus. Parce que Al-Mu'minin Aïcha nous a rapporté que Nabi alayhi salam jeûnait le mois de Sha'ban presque tout le mois de Sha'ban, bien sûr. Donc, il y a des gens qui se préparent d'une manière, comment dirais-je, une manière spirituelle juste, qui n'est pas condamnable. Et il y a des gens qui se préparent d'une manière assez draconienne. Ils commencent à s'accaparer de la marchandise, essayer de stocker les aliments qui sont d'une nécessité vitale pour les gens pendant le Ramadan. Les aliments, justement, les aliments qui sont d'une consommation assez forte. Donc, ils commencent à stocker ces aliments pour les faire sortir pendant le Ramadan avec des prix exorbitants. Ça, c'est la spéculation, c'est l'ihtikar. Le Nabi alayhi salatu salam dit al-muhtakiru mal'oun, celui qui spécule, celui qui s'accapare de la marchandise pour priver les gens au moment où ils sont dans le besoin et la faire sortir au moment où ils sont dans le besoin pour le comment dirais-je, j'ai des prix flambants. C'est ça la spéculation. Le spéculateur est banni. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المحتكر ملعون. اللعنة, ça veut dire الخروج من رحمة الله عز وجل. C'est-à-dire celui qui est banni ne sera pas béni, n'aura pas la clémence et la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Alors là, on va parler un petit peu de la spéculation, la responsabilité donc des commerçants, mais aussi il faut dire, M. Hachadi, que les citoyens aussi ont une grosse responsabilité. Oui. Lorsque c'est le mois de Ramadan, il y a un autre phénomène aussi très condamnable, et c'est celui donc, du gaspillage. Il y a même des familles qui stockent de la marchandise. C'est pas normal. Et qui gaspillent après. Parce que nous avons eu, le paradoxe. Voilà, nous avons eu, M. Hachadi, à quelques années, où nous avons eu quand même un gaspillage de plus d'1 million de baguettes. C'est quand même vieux comme chiffre. C'est très grave. Justement, la spéculation, elle est pratiquée même par certaines familles. Une famille qui que 12 bidons d'huile, c'est pas normal. 12 bidons de l'huile de 2 litres ou de 5 litres, ça suffit pour toute l'année. Alors pourquoi stocker 12 bidons de l'huile? Ou bien stocker 4 sacs de ce oui. Alors, normal. Et en parallèle, et là, en parallèle, on trouve un gaspillage incroyable. C'est là où Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous conseille, on nous dit que المبذرين coranique إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة concernant les ablutions, si vous trouverez enfin de faire des ablutions dans une rivière, il faut économiser. يعني الإنسان يتوضأ من الواد ولا من البحر, il est censé économiser de l'eau. Donc économiser, c'est la moitié du savoir-vivre. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد نصف المعيشة. Économiser, c'est du savoir-vivre. Donc le mois de Ramadan, le mois de nos repas, limiter nos habitudes culinaires, alors que c'est le contraire qui est pratiqué pendant le Ramadan.
Alors, une autre pratique aussi, peut-être nous terminerons sur ce point, Monsieur Hachadi, c'est un petit peu le comportement, on va dire, du citoyen. Donc, c'est vrai qu'il y a un comportement, encore une fois, dans le mode C'est comme entrer dans une compétition sans échauffement. Oui. On risque d'avoir des blessures, on risque d'avoir des actions, des problèmes. Ce reportage, on se retrouve juste après. Donner une nouvelle vie à des livres déjà lus est l'idée innovante de la 25e édition du SILA. Une idée concrétisée dans cet espace exclusif pour l'échange de livres. Dans cet espace, les visiteurs peuvent livres qu'ils ont chez eux. Chacun de nous a des livres qu'il a lus, relus, et qui a envie, il se dit, bon, le livre, on a toujours de la peine de s'en séparer, mais savoir qu'on le dépose dans cet espace pour lui donner une seconde vie. Et ça, donc le livre va être pris par d'autres personnes qui, elles, vont également déposer des livres. Et donc, quand on vient déposer nos livres, on peut également prendre ce qui nous intéresse ou ce qui nous plaît. Visiblement, l'idée est d'attirer des curieux et de livres étalés pour un éventuel échange. Intéressant pour culture algérienne, que ce soit scientifique, des livres comme des mangas, des animés par exemple, des livres culturels de notre guerre. M'intéresse surtout dans l'histoire de l'Algérie, c'est des titres qui m'ont bien marqué. J'aimerais bien les emprunter pour les lire. Pour les passionnés de la lecture, acheter un nouveau livre ou échanger ses anciens livres, le SILA vaut vraiment le détour.
Et voilà, c'était donc un reportage de Leïla Benaïcha qui s'est intéressée aux nouveautés du Sila. Vous l'avez vu, donc vous pouvez échanger vos livres et faudrait-il encore que vous arriviez à vous en séparer. Et justement, nous allons parler, ou nous allons recevoir en ce moment un féru, un fervent, un amoureux des maths et de la technologie, de l'intelligence artificielle particulièrement. Rami Ounouren, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Tu vas bien? Abdullah. Alors, on vient de me dire que dans un petit moment, dès que tu finis avec nous, tu vas partir aussi là, c'est vrai? Oui. Pour acheter des livres de maths Oui. et d'intelligence artificielle? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, il faut dire, Amine Zied, que tu es très passionné de mathématiques, n'est-ce pas? Alors, d'où vient cette passion? Mathématiques, les gens engagent vers les mathématiques parce que là, quand on résout un problème mathématique, on se sent satisfait. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Et ce sentiment de satisfaction qui me laisse passionné de mathématiques. D'accord. Alors justement, ta passion pour les mathématiques t'ont conduit à être, t'ont conduit, si on veut dire, à être un lauréat des Olympiades des maths. Alors parle-nous un petit peu de ta participation à cette compétition. En quatrième année CEM, l'Algérie... En quatrième année CEM, ça veut dire que c'était l'année dernière? Oui. Cette année, tu es en Première année lycée. Première année lycée, d'accord. L'Algérie organise, comme tous les pays du monde, l'Olympiade internationale des mathématiques. Et il y a des tournois et des sélections pour des gens qui s'intéressent jusqu'à partir à la finale, où il y a plusieurs pays qui y participent. Donc j'ai été sélectionné dans mon CM et je suis parti dans la sélection de notre wilaya. J'étais premier dans la wilaya. Alors tu l'as vécu comment cette expérience? C'était une belle expérience. Il y a eu beaucoup d'épreuves? Il y a eu normalement 2 épreuves, et après le national et puis l'international. Ça a été difficile pour toi? Non, très difficile. Pas très difficile. Donc c'était facile pour toi. C'est ce qui a fait que tu as été lauréat. Et félicitations, on te félicite d'ailleurs pour ça, Rami. Alors Rami, justement, cette passion pour les maths tend aussi, on va dire, orienté vers une autre passion qui est née chez toi, l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Oui. Alors explique-nous, quel est le rapport entre les mathématiques et l'intelligence artificielle? Donc l'intelligence artificielle est une filière de l'informatique. Et l'informatique, c'est des maths appliquées. Et entre autres, l'intelligence artificielle utilise beaucoup de maths parce que c'est une filière de l'informatique. Donc c'est des maths appliquées. D'accord. Et toi, comment tu as découvert l'intelligence artificielle? C'est au début du confinement, lors de la Covid-19. Les écoles étaient tous fermées, donc mon frère et moi ont décidé d'apprendre l'informatique. Donc ton frère Rami, qu'on salue? Oui. Oui. On a débuté à apprendre l'intelligence artificielle. Et après, donc, c'est devenu une deuxième passion, c'est toi? Oui. N'est-ce pas? Alors, explique-nous, l'intelligence artificielle, finalement, c'est quoi, à ton avis? L'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques et d'algorithmes qui essayent de rassembler l'intelligence humaine, de résoudre des problèmes que les humains savent résoudre, comme parler, comme comprendre le langage humain, comme comprendre les images et qu'est-ce qu'elles disent et qu'elles expriment. Est-ce qu'on peut dire que l'être humain est menacé de disparition maintenant? En ce moment-là. Très bien. Donc, on a encore gardé nos emplois. Peut-être. Peut-être. Donc, il n'est pas très sûr. Hein. On devrait avoir peur pour nos emplois. Peut-être. Peut-être. Alors, dis-nous justement, donc effectivement, il faut dire que l'intelligence artificielle résout beaucoup de problèmes aussi, et de toute façon, elle a été créée par l'être humain, hein, donc je ne pense pas que l'être humain disparaîtra du moment que c'est lui qui a créé. Si? Normalement. Non, il n'est pas rassurant, hein, il n'est pas rassurant, hein. Normalement. Donc, mais sinon, Rami, quelle serait aujourd'hui, à ton avis, encore une fois, la valeur ajoutée ou l'importance de l'intelligence artificielle? En quoi elle va nous aider finalement dans notre quotidien? L'intelligence artificielle a plein d'applications dans tous les domaines, comme la culture, comme le journalisme, comme la médecine, comme l'agriculture. Et c'est un domaine aujourd'hui, c'est un domaine essentiel. Même
elle peut rapporter au PIB de l'Algérie, elle peut rapporter une valeur économique à l'Algérie et une valeur culturelle et éducationnelle. À partir de l'intelligence artificielle, peut-être que les lycéens peuvent apprendre et avoir une autre image du glaucome, qui est une maladie des yeux, à partir de l'intelligence artificielle, à partir de quelques images de fond d'œil, on peut détecter une maladie comme le glaucome en créant ces simples projets en intelligence artificielle. C'est quand même très poussé, hein. Avec ça, hein. Mais sinon, Rami, il faut dire que vu que ton papa lui-même, il est médecin d'ailleurs, vous deux, donc vous travaillez en ce moment sur une nouvelle application. Oui, on travaille sur... Alors, tu nous parles un petit peu de cette application? Non, c'est un peu un secret, c'est pas encore fini. Ah, c'est un secret. Bah, tu veux rien nous dire, rien du tout. Niet, rien du tout. Bon, d'accord. Alors, juste, on va dire, comment on va dire ça? On va placer cette application dans un domaine particulier. Ça va toucher la santé? Oui, ça va toucher la santé. Je ne poserai plus de questions sur cette application. Donc, en tout cas, Inch'Allah, quand tu feras cette application, tu viendras nous en parler. Inch'Allah. Certainement. Oui. Voilà, donc ça va être une application. On ne parlera pas de l'application, hein, ni de l'objet de l'application, c'est promis. Mais sinon, l'application, j'ai envie de dire, qui sera donc une application de santé, comment elle aura, cette application, son impact sur la société aujourd'hui? Elle peut détecter quelques maladies. Même, elle peut aider les médecins pour... Les médecins. Donc, c'est une application qui sera destinée aux médecins. Oui. D'accord. Qui sera destinée aux médecins pour détecter certains genres de maladies. D'accord. Alors, est-ce que toi, justement, le domaine de la santé t'intéresse beaucoup? Et d'autant plus qu'on voit que l'intelligence artificielle aide beaucoup, on va dire, à diagnostiquer des maladies donc très vite. Est-ce que le domaine de la santé t'intéresse comme domaine? Oui, il m'intéresse comme domaine. Il y a des très grands potentiels de la santé où on peut utiliser l'intelligence artificielle. D'accord, mais sinon, comment on peut, donc ça c'est pour le domaine de la santé, mais sinon comment on peut encore une fois utiliser l'intelligence artificielle par exemple parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'adolescents, d'enfants de ton âge aussi, qui n'aiment pas beaucoup les maths, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de tes camarades en tout cas qui n'aiment pas les maths. Majorité. La majorité, voilà. Alors comment on peut aujourd'hui, par exemple, intéresser ces enfants on va dire, à se réconcilier avec les maths, parce qu'on croit que c'est très difficile, donc à se réconcilier avec les maths grâce à l'intelligence artificielle. En voyant les applications d'intelligence artificielle et en voyant ces applications, aimer ces applications qu'on utilise toujours, comme les filtres d'Instagram ou TikTok ou Snapchat ou les systèmes de recommandation des posts qu'on a de TikTok ou d'Instagram, c'est tous les adolescents qui utilisent ces objets-là. Ils sont tous fournis par l'intelligence artificielle. Des filtres spéciaux pour lui et faire quelque chose similaire à Instagram ou TikTok. Et cela va l'inciter à apprendre l'intelligence artificielle. Et il va rencontrer les mathématiques dans l'intelligence artificielle et va aimer les mathématiques. Donc finalement, on ne commence pas par les maths, on commence par l'intelligence artificielle. Oui, voilà. Et après, vous allez rencontrer les maths dans votre route. Voilà, sans le sentir, n'est-ce pas? Sans sentir que nous sommes en plein mathématiques. On va se focaliser sur le filtre, n'est-ce pas? Oui. Et après... on va rencontrer automatiquement les maths. Très bien. Donc en plus de cette application que tu es en train de préparer en ce moment avec ton papa, est-ce que tu as d'autres projets encore une fois dans l'intelligence artificielle? Projet? Pas pour le moment. Pas pour le moment.
Non. D'accord, mais sinon, aujourd'hui, justement, l'intelligence artificielle, elle est présente un petit peu dans tous les domaines, il faut le dire, n'est-ce pas, Amine? Dans tous les domaines. Alors, quel est le domaine, à ton avis, où l'intelligence artificielle est le plus utilisée? La plus utilisée, pardon. C'est le domaine de la technologie, dans les applications qu'on utilise tous les jours. C'est ça le domaine le plus utilisé de l'intelligence artificielle. Mais elle peut rentrer dans tous les domaines. Effectivement. Mais sinon, toi, est-ce que tu penses que tu vas encore, est-ce que tu penses ou tu prévois surtout de participer à d'autres concours, à d'autres concours? Oui, bien sûr, pour apprendre, pour avoir une autre expérience et avoir une belle expérience. Et apprendre plus sur la technologie et l'intelligence artificielle. Alors justement, tu nous avais dit en début d'émission que tu as découvert l'intelligence artificielle à travers une formation que tu avais faite en informatique, c'est ça? Oui, en ligne. En ligne, voilà. Alors aujourd'hui, il faut dire que justement, tellement que l'intelligence artificielle est très répandue et elle intéresse beaucoup les jeunes comme toi. Aujourd'hui, en Algérie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles et beaucoup d'académies qui ont ouvert leurs portes justement pour des gens prodiges comme toi, pour des gens qui sont férus d'informatique et d'intelligence artificielle comme toi. Est-ce que tu penserais que ce serait intéressant pour toi, par exemple, d'intégrer ces académies, d'intégrer ces écoles, encore une fois, pour apprendre plus, pour avoir l'accès, on va dire, à des concours internationaux? Oui, peut-être que c'est intéressant d'accéder à ces académies, mais pour l'instant, moi, je ne suis pas intégré dans une académie et moi, je favorise les clubs scientifiques. Les clubs scientifiques? Des universités. Au niveau des universités? Oui. D'accord. Donc tu as contact facile avec les universités? Oui, je suis un membre dans un club, School of AI Algiers. Pardon, c'est un club de l'intelligence artificielle de l'École supérieure d'informatique. D'accord, et ça se passe comment avec eux? Ça se passe très bien. Alors quelles sont les activités que vous faites au niveau du club scientifique? Donc notre club fait des hackathons, c'est des compétitions de programmation et de design, fait des événements de l'intelligence artificielle pour présenter les dernières recherches d'intelligence artificielle qui se passent dans le monde. Et on fait des training programs pour des gens qui veulent intégrer l'intelligence artificielle et apprendre l'intelligence artificielle. Ah ben voilà, des projets? Oui, on fait des projets, on fait même des reading sessions où on présente les dernières recherches, où on essaie d'améliorer les algorithmes existants d'intelligence artificielle qui rentrent dans la recherche scientifique, l'intelligence artificielle. Voilà, et quel est ton rapport avec l'anglais? On est plus anglophone que francophone. Hein? Oui. Hein, Amine? Oui. Voilà, très bien. Ben, Amine, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. On remercie aussi ton papa, ta maman, Sirami qui t'ont accompagné, qui t'encouragent à aller de l'avant. Oui. N'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, Amine, d'avoir été parmi nous ce matin. Je te souhaite beaucoup de succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Et félicitations encore une fois. On te recevra certainement quand tu vas lancer ton application. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amine, à toi, et on te dit à très très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Et Sahar Mdanek. Voilà, merci Amine. Et on continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté de Tizi Ouzou, donc là où il y a l'association Termitine, une association qui accompagne, qui valorise l'entrepreneuriat féminin, artisanal particulièrement. Et je vous laisse voir donc ce reportage de Samia Bouharour et on se retrouve juste après. Elles sont dévouées, courageuses et déterminées. Ces femmes d'Avarana Termitine ont décidé de s'organiser plus. C'est ainsi que leur association est née. Et elles activent déjà dans plusieurs domaines. Je remercie beaucoup mon époux et mes enfants de m'avoir encouragée à créer cette association. J'ai pu convaincre d'abord mes voisines, ensuite toutes les femmes du village qui ont répondu présentes. On compte faire de l'agriculture bio et pourquoi pas organiser un marché 100% bio et faire revivre les métiers de nos grands-mères. C'est notre premier objectif. Préserver le patrimoine de leur région, réputé autrefois pour la poterie et le tissage, est une priorité pour ces femmes. Mon souhait le plus précieux aujourd'hui, c'est de reprendre le tissage et le transmettre aux jeunes générations, faire des tapis traditionnels, le burnous. On voudrait avoir quand même un espace pour former les jeunes filles du village.
Aujourd'hui, elles ont réuni toute cette assistance pour rendre hommage aux doyennes du village, celles qui ont vécu les affres du colonialisme français et qui ont pu élever leurs enfants dans des conditions très difficiles. L'émotion, la convivialité et la solidarité ont marqué l'événement. Je ne peux pas vous décrire ma joie. Je suis très honorée et très comblée. Que Dieu préserve notre pays et nos enfants. Merci beaucoup à toutes ces femmes. C'est un très bel hommage pour ces femmes qui ont vécu l'enfer de la guerre, l'enfer de la séparation de leurs enfants, de leurs maris. Ça me fait vraiment un grand plaisir parce que c'est des femmes au foyer, c'est des femmes d'un certain niveau, mais quand même, elles sont d'actualité. Les femmes d'Avaran, riches de leurs idées novatrices, n'attendent aujourd'hui que le soutien et l'accompagnement pour accomplir leur noble mission. Et de retour, et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un grand militant des causes justes depuis son enfance. Il s'agit de Mustapha Muller. Nous en parlons ce matin en compagnie de Lounès Miziani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour aux téléspectateurs. Marhaba bik. Alors, Monsieur Lounès Miziani, vous êtes guide de montagne et militant écologiste. Donc, nous avons l'habitude de vous recevoir justement pour nous donner quelques recommandations, quelques conseils aussi pour aller en aventure en montagne. Aujourd'hui, vous êtes là pour qu'on parle justement, pour qu'on rende hommage à Mustapha Muller, lui qui a beaucoup travaillé pour la valorisation, la protection et la création des parcs nationaux. Oui, c'est un honneur pour moi de parler de ce grand monsieur qui a honoré l'Algérie sur tous les plans, sur le plan militant des causes justes des peuples opprimés, comme nous l'étions pendant la guerre, mais aussi sur le plan écologique, en étant le créateur des parcs nationaux en Algérie. Donc c'est un personnage très très important pour nous les Algériens, parce que il me semble que, comme l'a dit un proche ami à lui, et Mustapha Muller est juste quelqu'un qui a fait plusieurs choses en Algérie que même pas un Algérien de nationalité algérienne n'a fait ce qu'il a fait Mustapha Muller en étant étranger, un juif d'origine allemande, même s'il est né en Autriche. Et qui a épousé la religion musulmane, et d'ailleurs il s'est fait appeler Mustapha. Exactement. Voilà, alors sans plus tarder, on va aller voir un reportage de notre amie Lamia Boudbouda, elle qui a rendu hommage donc, à Mustapha Muller, et on se retrouve juste après. Grâce à son génie, près de 4000 légionnaires ont déserté et déposé leurs armes pour laisser l'Algérie en paix. Son nom, Wilfried Müller, aussi Mustapha Muller. Autrichien d'origine et algérien de cœur, il adhéra à la cause nationale en 1954 à Paris en devenant porteur de valises. Il était traducteur au niveau de l'ALN, donc il a côtoyé les prisonniers de l'ALN, donc il a fait le travail psychologique. À la fin de la guerre de libération nationale, Mustapha Muller a réussi de faire déserter 3726 légionnaires sans toucher à l'arme et sans tirer aucune balle. Donc pour lui, il a sauvé 3726 vies quand même. Dans l'Algérie indépendante, il choisira un autre combat, celui de préserver la nature. En parfait écologiste, il sera à l'origine de la création du parc national du Durdura. Aujourd'hui, à Tigjda, cet écomusée porte son nom en hommage à son honorable combat. Elle s'est engagée dans la création de plusieurs parcs nationaux. Parmi les parcs, on trouve le parc national de Durdura, le Tassili, à titre d'exemple. Donc ici au niveau de Durdura, donc il avait une petite logistique. Donc les forêts de Bouira lui ont octroyé une maison forestière au niveau du secteur de Tigjda. Donc jusqu'à maintenant on l'appelle Charlie Muller. Voilà, il avait à l'époque un véhicule,
un carnet de bancs et 6 gardiens donc pour gérer une superficie du parc. Combien de 18 550 hectares. Amoureux de la nature et des animaux, il contribua à la réalisation d'une trentaine de films documentaires sur la protection de la nature et des espèces végétales et animales, comme ce documentaire sur le chacal doré. Son travail au niveau des parcs nationaux était beaucoup plus rattaché à l'université, c'est la recherche. Donc à l'époque, il parlait des inventaires floristiques, faunistiques. Il a fait d'autres travaux sur les espèces rares, très rares même, ou bien endémiques de l'Algérie. Je sais bien qu'il a fait des essais de multiplication du spray de Tassili normalement. Il a apprivoisé un chacal doré, voilà. Il est toujours avec des chiens, ainsi de suite. Surtout Tassili, il a fait beaucoup de choses. Si Mustapha Müller, un défenseur de la liberté qui avait préféré les mots aux armes, il a bravé la mort et les convenances pour cette terre qu'il a tant aimée jusqu'au dernier souffle de sa vie. Il sera enterré le 9 octobre 1993 à Tamanrasset, un engagement à hauteur d'homme. Et voilà, c'était donc un hommage à Mustapha Müller que notre ami Lami Aboudbouda lui a rendu. Donc, Monsieur Mziani, on a vu que l'engagement de Mustapha Müller s'est fait déjà lors de la guerre de libération. Et effectivement, donc pendant la guerre, il a, comme l'a dit mon ami Ahmed Toumi, un ingénieur chef de secteur de Tigida du Parc national du Djulira, a été pour la désertion de ces centaines de légionnaires. Par la suite, donc c'est de là qu'est parti, en partie, et il a eu une reconnaissance de nos responsables de l'époque. Après l'indépendance, il a eu la nationalité algérienne et s'est fait appeler Winfried Müller, alias Mustapha. Donc, après l'indépendance, il a entamé un travail. Tellement il parlait pratiquement 3 langues, 4 langues. Il a aidé l'État algérien de l'époque, juste au début de l'indépendance. Il a fait des traductions au niveau des ambassades. Donc il a été pour beaucoup de choses jusqu'en 1969-70 où il a voulu s'occuper d'autres choses parce qu'il est passionné aussi de la nature. Donc on va dire c'est un retour aux sources, hein, parce que lui, il est déjà forestier de formation. Donc finalement, il a eu le combat pour la libération déjà de l'Algérie, mais après, c'était le combat pour la nature parce que c'était déjà sa vocation première. Ce que je veux dire, c'est qu'après l'administration, il a voulu s'occuper d'autres choses sur le plan forêt et sur le plan sportif, parce qu'il a été pour beaucoup dans la promotion des activités des sports de montagne dès les années 69-70, etc. Donc la Fédération algérienne des sports de montagne de l'époque, il a été un vrai responsable, tout en joignant à, comme on dit, l'utile à l'agréable. Il était dans les sports de montagne, en même temps des forêts. Donc il s'est installé à Tigida en sa qualité d'inspecteur au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Tourisme de l'époque. Par la suite, donc, sillonnant le Djurdjura, parce que c'était la montagne la plus proche pour lui, avec sa superficie et puis avec sa grandeur. Donc, il a eu cette idée de créer le parc national du Djurdjura, y compris les parcs nationaux à travers l'Algérie. En 1978, étant parmi les responsables dans le secteur de Tigida, à l'époque il n'était pas encore officiellement parc, c'est là qu'il a eu l'idée de ficeler tout un dossier de création du parc. C'était en 1978. Il avait des collaborateurs à lui qui l'ont aidé, l'ancien ministre de l'Habitat Aouchiche, ou bien le ministre de l'hydraulique de l'époque Ben Chérif. Ils l'ont aidé
pour parvenir à son rêve. En collaboration aussi avec ses collaborateurs forestiers proches, comme Salah Amzil, qui est encore en vie, que je salue, parce que c'est lui qui a été le rédacteur de ce dossier de création du parc national du Djoudjura. Ça a pris 5 ans malheureusement, c'est-à-dire ça a été le statut du parc a été signé en 1983, en juillet 1983. Par la suite, il y a eu d'abord le parc de Thnit El Had, ensuite le Djoudjura, c'est-à-dire c'est la même période. Et par la suite, d'autres parcs nationaux à travers le territoire national. Aujourd'hui, si on parle de ces parcs nationaux en Algérie, il y a une dizaine. Parce qu'il y en a 2 qui sont purement culturels. C'est-à-dire qui sont l'Ahgar et le Tassili. L'Ahgar et le Tassili, ce sont des parcs nationaux, mais qui ont une connotation culturelle. Ils défendent beaucoup plus le patrimoine archéologique. Exactement. Donc, ce sont des musées à ciel ouvert, d'ailleurs de gravures et de peintures rupestres. Donc ne confondons pas les choses. Ces 2 parcs qui sont de connotation culturelle, mais par contre les parcs nationaux dits naturels, ce sont ceux qui ont rapport avec la faune, la flore, la préservation des forêts, des sites naturels, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai fait une petite comptabilité, c'est pour arriver à quelque chose, à une autre idée. Oui. La superficie des parcs nationaux en Algérie avoisine les 2000 km². 2000. Bon, ce n'est pas 2000 exact, mais presque. 2000 km². Quand on la compare à la superficie de l'Algérie, qui est de 2 800 000 et quelques, donc c'est une infime superficie, c'est 0,08%. 0,08% de ces parcs naturels qui défendent la nature. Et ce qui y réside, les animaux, les insectes, les oiseaux, etc., c'est 2000 km². C'est insignifiant. Donc, Moustapha Müller, à l'époque, les choses ne se sont pas passées dans le calme pour lui. Il a eu plusieurs conflits, dans le Djoudjura principalement, avec des riverains, des villages qui ont voulu tracer un chemin en éventrant le Djoudjura. Il a eu beaucoup de problèmes avec eux, il a eu beaucoup de problèmes aussi avec les éleveurs qui lâchent leurs troupeaux de bovins, des vaches, etc., dans la nature, alors qu'il a voulu limiter le nombre pour chaque éleveur en faisant... Organiser, surtout. Exactement. En faisant, par exemple, chaque éleveur, vous avez le droit à 15 têtes de vaches. Donc avec une couleur, un bleu. Mais si je trouve 18 vaches bleues de couleur bleue, ça veut dire que vous avez dépassé vos limites. Vous allez être verbalisé. Donc c'est pour limiter la destruction végétale, donc déjà, parce que nous avons de belles pelouses dans le Djoudjura, les pelouses de Tel Aguilef, des plateaux de Hezar, de Atamdan Oulmim, de Aswel, des prairies d'Alma. Ce sont des pelouses verdâtres, des pelouses alpines, que ces vaches, et les moutons, ils ne sont pas trop influents, mais les vaches et les taureaux, ils sont très destructeurs. On voit d'ailleurs une très belle pelouse, hein. Oui, c'est ma photo, celle-là. Oui. C'est ma photo, c'est une photo prise pendant le Covid. D'accord. Parce que celui-ci, c'est un passage habituellement c'est-à-dire il est utilisé par les randonneurs et les visiteurs dans le Djoudjura, dans Tel Aguilef, cette photo. Donc, habituellement, c'est un terreau plein de cailloux et de poussière. Oui. Mais à cause du Covid, nous voyons des camomilles qui poussent des pâquerettes. Voilà. Donc, Moustapha Müller, pour continuer un petit peu dans le siège de son histoire, il a été pour beaucoup pour l'Algérie. Donc, aujourd'hui, nous devons, nous tous, nos citoyens algériens, nous devons préserver ce qu'il nous a laissé, ce qu'il nous a légué comme réserve naturelle, comme parc protégé. Parce qu'aujourd'hui, le constat, il est amer. Le constat, il est quasiment insupportable.
Voilà. D'ailleurs, la dernière fois que vous êtes venu sur notre plateau même, vous avez tiré la sonnette d'alarme par rapport aux randonneurs, mais aux randonneurs massifs particulièrement, donc qui ont un impact encore une fois négatif sur donc la nature. Alors pour revenir à Mustapha Müller, donc l'un des exploits, on va dire, qu'il a fait pour la nature, c'est aussi le chacal roux. Oui. Le chacal doré. Le chacal doré, pardon. Je pense que c'est le renard roux. C'est le renard roux. Le renard roux. J'ai une photo avec le renard roux. Le chacal doré. Oui. Donc le chacal doré, il a carrément apprivoisé. Le renard roux qui mérite aussi une émission. Hein, oui, le renard roux, il est très très. Je connais quelques tanières du renard roux que je ne dirai pas où parce que les gens. Voilà, on ne dira pas. Ah non, impossible. Parce qu'il est pratiquement invisible dans le Djurdjura. Parce que tellement il y a une masse populaire à travers cet espace naturel que les animaux qui existaient il y a de cela 30 ans, 40 ans ont pratiquement disparu ou presque. Donc, je vous raconterai quelque chose que Mustapha Müller a fait comme c'est une action, ou plutôt une réalisation, mais elle s'est mal terminée. En 1978, il a fait un lâcher de bouquetins. Oui. Les bouquetins, pour nos téléspectateurs, ce sont ce genre de boucs ou bien de chèvres avec des cornes bien faites et puis une corpulence assez forte. Il a fait 6 bouquetins au niveau de Assoul. Assoul, c'est à 1100, presque 1800 mètres d'altitude, plutôt 1600, 1700 mètres d'altitude à Assoul, à l'est du Djurdjura. On fait de l'escalade, hein? Oui. Il a fait un lâcher de bouquetins, 6 normalement, d'après ses proches amis. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ensuite, il a fait un autre lâcher du côté de Tel Aguileb. Malheureusement, ces bouquetins, à cause de la sécheresse estivale, c'est-à-dire pendant l'été, ils ne supportent pas la chaleur. Ils essaient de... Ces bouquetins, ils adorent escalader les rochers. Ils sont tout le temps sur les rochers. Mais pendant l'été, c'est très dangereux pour eux. Ils ne supportaient pas la chaleur, alors ils essayent de se cacher dans la forêt de Tel Aguileb. Malheureusement, il y a plusieurs chacals. Et puis, il y a apparemment des chasseurs qui les ont un petit peu abattus. Donc, 6, 10, 11 à Tel Aguileb, des bouquetins ça n'a pas marché. Alors il faut dire aussi, Monsieur Lounès Meziani, que vous-même vous êtes militant de la cause environnementale et écologique. Alors vous avez une page à travers laquelle on pourra donc suivre toutes vos activités. Vous nous rappelez juste la page? Oui, c'est la page loisirs et sport de montagne Tizi Ouzou. Alors sport et loisirs et sport de montagne Tizi Ouzou. C'est une page dédiée à la nature en général et au Djurdjura en particulier. Voilà, et on pourra suivre toutes vos activités et vous contacter. Très rapidement s'il vous plaît parce qu'on arrive à la fin. D'accord. Juste que ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le Djurdjura en tant que parc, il est menacé. Parce que le bétonnage de ce site, le bétonnage, il y en a plein de béton. Voilà, donc c'est une alarme que vous tirez. Là, nous aurons l'occasion de revenir encore une fois sur cette question ô combien importante. Je salue un petit peu mes petits groupes, le groupe de Siham, le groupe de Ali, skieur de l'équipe nationale qui est actuellement en Algérie, venu en vacances, et puis Samzil, Mohamed, ainsi que ma famille, Adlan, Riyad. Et on profitera pour vous dire à vous. Et on profitera pour vous dire à vous et à toute votre équipe, encore une fois, Ramadankom Moubarak, Utsomo, Bessaha Oulahna. Nous aurons l'occasion de toute façon de revenir un peu plus de détails sur tout votre militantisme. Monsieur Lounès Meziani, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes guide de montagne et militant écologiste. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin et on continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté de la galerie Rassim, là où s'est tenue une très belle exposition photographique, regard sur la ville de Boussaada, et Samia Boudbouda nous emmène. Boussaada, une des portes du désert algérien, éclairée par sa lumière, ses palmeraies, ses et ses robins. Théâtre de nombreux films célèbres, elle est également une oasis d'inspiration pour les peintres orientalistes.
Cette fois, Boussaada a été le lieu choisi par l'Union européenne pour cette 3e résidence photographique. Du 21 au 28 octobre dernier, 10 photographes amateurs de 8 wilayas ont déposé leurs valises dans cette ville pour revenir avec 120 clichés. Une résidence qui a permis à ces photographes amateurs de bénéficier de 3 ateliers: photographie de rue, langage visuel et portrait. Les clichés représentent une grande diversité artistique qui raconte Boussaada dans toute sa splendeur et sa particularité. L'exposition est visible jusqu'au 23 mars. Elle nous a permis de découvrir toutes les nuances des couleurs de Boussaada. Une exposition à voir absolument. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc une très belle exposition photographique qui s'est tenue donc au niveau de la galerie Rassim, regard croisé sur la ville de Boussaada, et c'était Lamia Boudbouda qui s'y était intéressée. À présent, nous nous intéressons à l'entrepreneuriat féminin à travers un très bel événement qui leur a été consacré, un événement d'accompagnement, un événement de valorisation de projets féminins. Il s'agit donc du marathon technologique féminin. Nous en parlons ce matin donc en compagnie de Dr Rhali. Docteur, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Merci pour votre invitation. Et j'ai été ravie de voir le jeune qui est déjà passé, qui est un innovateur, qui a un projet, surtout dans la santé, qui est très difficile comme secteur. Et j'ai été vraiment ravie. Et justement, on voulait parler pour appeler ces jeunes plus femmes que hommes, mais on n'a pas exclu les hommes parce qu'ils étaient dans les groupes féminins. Voilà, effectivement. Alors, en voyant le jeune de tout à l'heure, on va se dire que la relève est assurée, n'est-ce pas? Que la génération montante est une génération quand même assez consciente, on va dire, de la situation. Alors, docteur Rhali, votre événement marathon technologique, donc féminin, alors quand on dit marathon, on comprend qu'il y a de l'endurance. Exactement, ce n'est pas un hackathon, parce que les hackathons sont quand même organisés en 72 heures ou plus, mais un marathon, il a duré toute une année. Donc on l'a lancé le 31 mars 2021 et on l'a clôturé justement le 22 mars 2022. Une année de travail. Exactement, acharné, avec un accompagnement, des webinaires à haut niveau. Et justement, on a choisi c'est-à-dire le titre She's in Tech Challenge. Elle est dans la technologie. Pourquoi? Pour dire que la femme n'est pas seulement dans la santé, elle n'est pas seulement dans l'éducation. Donc on la reconnaît plus dans ces deux secteurs, mais elle est aussi dans la technologie. Et elle peut vraiment aller très très loin dans ce contexte si elle est accompagnée et si elle casse la barrière de la peur et de la crainte. Et de la peur, de la crainte. Moi-même, je suis psychologue, donc je les ai accompagnés sur ce plan-là. Voilà, en fait, c'est ce qui est, on va dire, si on peut dire que c'est la valeur ajoutée justement de cet événement, c'est l'accompagnement, c'est la valorisation. Mais ce qui est intéressant le plus dans cet événement, c'est vraiment d'accompagner cette femme jusqu'à la concrétisation complète de son projet, mais carrément création d'entreprise. Exactement. Donc, les lauréates vont bénéficier justement de cet accompagnement avec des institutions partenaires et qui vraiment, c'est-à-dire on a été ravis de voir qu'il y avait 8 institutions qui nous ont soutenus dans cet événement et qui a été justement clôturé à Oran. Donc, on a fait cet événement en 2 parties. La première partie, c'était en ligne et la deuxième partie était en présentiel. Et ce que je souhaite souligner, c'est que cet événement est un petit peu unique. Pourquoi ? Parce que d'abord, il inclut toutes les femmes, même les femmes qui sont au foyer, les femmes
rurales. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui peuvent aussi aller vers ces femmes-là et justement voir leurs besoins et les aider dans la technicité. Et surtout, docteur Hal, il faut dire que ces femmes rurales participent quand même, on va dire, à l'épanouissement économique de la région, déjà, rien qu'avec des travaux très simples et artisanaux. Et justement, ce qu'on oublie parfois, c'est que cette femme qui est dans une zone rurale, elle connaît mieux le besoin de sa région que d'autres. Donc moi je dis par exemple ceux qui sont à Alger, à Oran, dans les grandes villes, allez-y voir ces femmes-là, hommes aussi, mais allez voir qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme solution. Donc vous avez la technicité, eux ils ont les idées, essayez de les inclure dans votre projet et en faire un projet qui va être une valeur ajoutée pour le pays. Donc aussi, cet événement a été inclusif de la diaspora. Donc, c'était quelque chose qui n'a pas été fait avant. Et on a eu quand même des femmes de notre communauté à l'étranger qui ont participé activement. Et pas seulement elles, mais aussi les experts qui ont évalué leur projet. Donc ils étaient en force, c'était à peu près plus que la moitié de des évaluateurs étaient de la diaspora. Et on en avait 53. Donc plus d'une cinquantaine d'experts entre locaux et internationaux. Ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire à gérer. Et justement, on a géré ça sous une plateforme qui a été justement construite spécialement pour l'évaluation de ces projets. Et on en a eu 87 projets. Donc c'était un nombre extraordinaire par rapport à d'autres. Et pourquoi? Parce que c'était d'abord des femmes, toutes des femmes. Ce qu'on voit dans d'autres challenges, ce sont plus hommes et femmes. Donc 87 projets, dont 18 ont été choisis par les évaluateurs et 9 lauréats ont été primés. Alors, lorsque vous dites, docteur Hali, que vous avez eu 53 évaluateurs, donc on comprend que c'est quand même un nombre énorme d'évaluateurs. 87 projets, c'est aussi énorme. On sait quand même que sur terrain, on vous maintenant que sur terrain vous êtes très exigeant, c'était très perfectionniste, on va dire. Est-ce que ces 53 évaluateurs donc, étaient là parce que justement ces 87 projets étaient des projets vraiment de qualité, des projets innovateurs, j'ai envie de dire donc dans plusieurs secteurs, vous allez nous dire dans quel secteur ont été présentés ces projets et qu'il y a eu quand même difficulté j'ai envie de dire, à attribuer les prix. Donc justement, on a divisé ces experts en commissions. Et chaque commission était présidée par une femme, donc, parce que c'est féminin, une femme qui préside la commission. Donc on avait quand même 7 secteurs qui ont été choisis, donc entre énergie, transport, culture, diaspora. C'était la première fois qu'il y ait c'est-à-dire une compétition, un projet, qui touche à la diaspora. Puis on a eu aussi le secteur de la finance, le secteur de la santé qui a été défalqué en sous-secteur. Donc il y avait la santé mentale. Moi-même, je suis psychologue, je suis spécialiste en cyberpsychologie. Donc, et organisatrice justement de cet événement, c'est-à-dire avec un start-up qui est Tech, donc qui porte le titre de Tech Innovation, Training and Entrepreneurship. Donc, alors Nafsia, ça vient de Nefs. Voilà. C'est quand même un projet qui a une vingtaine d'années d'ancienneté. Pourquoi? Parce que c'était quand même un projet qui me tenait à cœur depuis 20 ans. Donc j'ai été cyberpsychologue pendant plus de 20 ans. Il était temps de créer une start-up dans la santé mentale, mais pas que. Oui. Je pouvais toucher à tout parce que, comme vous savez, la psychologie est un domaine qui est transversal. Donc, il peut traverser tous les secteurs et, entre autres, l'énergie, le transport. Nous sommes en train de voir une photo des lauréates, d'ailleurs. Très bien. Bah oui, justement, elles ont été primées. Et puis, comme vous avez vu, en habillé, en toque et en robe, c'était pour eux une année de travail et de attention, hein. Oui, c'était ça. Donc, et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont des jeunes femmes mariées, jeunes filles, etc., qui étaient dans l'engouement et qui voulaient
vraiment qu'il y ait, c'est-à-dire qu'il y ait de l'accompagnement, parce que vous savez que ces jeunes ne savaient rien du tout comment on monte un projet, d'une idée à un projet. Donc il fallait qu'on leur explique, il fallait justement des experts qui puissent, c'est-à-dire être de bonne notoriété pour qu'ils puissent leur donner les vrais détails et les clés justement de la réussite dans l'entrepreneuriat, parce que ce n'est pas facile d'entreprendre. Effectivement. Alors justement, ce qui est intéressant dans cet événement, Dr Arhali, c'est le devenir de ces lauréates. Parce que c'est vrai que quand il y a des hackathons, des marathons, des concours, donc on a le prix et ça s'arrête là. Oui. Mais là, il va y avoir finalement tout un travail qui va se faire en aval. Alors justement, et je l'ai toujours dit, même sur les réseaux sociaux, que ce ne sont pas seulement qui sont importantes, parce qu'il y a eu quand même d'autres projets qui sont très très importants et qui n'ont pas eu de prix. Pour nous, ce n'est pas ça le problème, c'est qu'on va les accompagner pendant l'année qui va venir et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Pourquoi? Parce que aussi on a des partenaires qui sont prenants, partie prenante. Donc après c'est-à-dire l'événement et le décernement des prix, donc les autres, on s'est engagé avec eux, avec elles, qu'elles peuvent nous contacter pour qu'on puisse les accompagner. Il y a aussi que tout ce événement, il adhère à la vision au programme de... C'est rare de voir, c'est mon élément où c'est rare de voir que on intègre la nouvelle et la ce troisième secteur de santé. Le on aura d'autres. Donc, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans ce que vous allez entreprendre dans la promotion et la de toutes ces. Merci beaucoup. Les quatre nous et puis aussi tous nos partenaires sociaux qui ont fait un excellent travail. Voilà, qui ont cru en vous. Voilà. Docteur Arhali, merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin, d'avoir profité de ce sacré pour vous. Encore une fois, on vous dit à très bientôt. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci énormément de nous avoir suivis. Ce soir, c'est la nuit du doute. Donc, je vous dis à l'avance, Ramadan comme Moubarak, merci encore une fois de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très